Donald Trump vient d'encaisser une autre mauvaise nouvelle au sujet de son décret présidentiel illégal, cette fois de la part même de gens de son propre camp, typique du grand stratège autoproclamé. Mais dès que ça arrive devant les tribunaux, même ses alliés ne peuvent que regarder. Dans un échange récent, lorsqu'on lui a demandé, à propos de la série de poursuites déjà déposées, dont une provenant de son propre État, si les tribunaux allaient selon lui invalider le décret du président, et ce qui se passerait s'il ne le faisait pas, un responsable a été invité à répondre. La réponse a été oui, avec une confiance totale dans une issue favorable. Les Américains devraient être rassurés. Malgré tous les allers-retours devant les tribunaux et dans les médias, on finira par voir la Pennsylvanie, berceau de notre République, ainsi que le gouverneur Shapiro, se lever pour défendre leurs électeurs, parce que la Constitution est de leur côté. Ensuite est venue l'opinion de l'Arizona, où certains ont affirmé que dans cet État, ce décret n'était même pas nécessaire. C'est le moment où le spectacle du « on signe d'abord, on verra après » se heurte à la réalité. Chaque État a déjà son propre système. Dans une certaine mesure, c'est vrai, parce que l'Arizona possède déjà certaines caractéristiques de base que Trump veut imposer à l'ensemble des élections, notamment l'exigence de documents prouvant la citoyenneté. L'Arizona dispose aussi d'une liste d'électeurs autorisés à voter par la poste, sur laquelle il faut figurer pour recevoir un bulletin de vote postal. En plus, comme 46 autres États, cet État utilise des codes-barres intelligents qui permettent aux électeurs de suivre leurs bulletins et aux responsables électoraux de faire la même chose. Donc, même si l'on peut être d'accord avec certains éléments ou certains objectifs du décret, la forme demeure très importante. Et ce décret sera probablement bloqué rapidement par les tribunaux. Quelqu'un sur Internet a même dit qu'il serait bloqué plus vite qu'un cheetah on speed, ou quelque chose du genre. Lorsqu'on a demandé quelle était la plus grande inquiétude à l'approche de novembre, surtout dans un contexte où le président a déjà multiplié les gestes pour semer le doute sur les résultats électoraux, la réponse a été qu'il y avait deux grandes préoccupations. La première, c'est que des gestes comme cela créent de la confusion. Et la confusion est depuis longtemps le terrain préféré d'une politique qui parle d'abord, corrige ensuite, puis laisse les autres gérer les conséquences. On veut que les électeurs sachent que l'élection sera libre, juste, sûre et sécurisée et que tout le monde connaît clairement les règles avant d'entrer dans ce processus. La confusion n'est jamais une bonne chose, sauf si l'objectif est de semer la méfiance à l'égard du résultat de l'élection. En outre, les administrateurs électoraux des 67 comtés de la Pennsylvanie, ainsi que le département d'État de la Pennsylvanie, se sont déjà préparés à tous les problèmes imaginables, qu'ils surviennent le jour de l'élection ou avant. Sauf qu'ils se trouvent maintenant dans une situation un peu différente, où des choses autrefois impensables sont désormais bel et bien sur la table, et où ils doivent se préparer à y faire face. Quand l'absurde devient un scénario pour lequel il faut prévoir un plan d'urgence, c'est souvent le signe que la politique s'est déjà beaucoup éloignée du minimum de décence. Il s'agissait d'Al Schmidt, secrétaire d'État républicain de la Pennsylvanie, et de Stephen Richer, ancien responsable du registre électoral du comté de Maricopa. Aucun des deux n'accorde vraiment beaucoup d'espoir au décret présidentiel de Trump. Et la réaction à ce qu'il venait de dire allait entièrement dans le même sens. Ce décret est inconstitutionnel depuis l'instant où Trump a commencé à parler jusqu'au moment où il a posé sa signature sur le papier. Il est illégal, inconstitutionnel, c'est un abus de pouvoir manifeste. Bref, c'est le genre de texte qui a l'air très puissant sur un pupitre, mais qui s'affaiblit soudainement dès qu'il rencontre la vraie Constitution. On peut employer le mot qu'on veut, mais le fait demeure que le président des États-Unis n'a absolument aucun rôle du tout dans l'administration des élections. Un tribunal fédéral l'a dit clairement. Ce pouvoir appartient aux États. Et le Congrès ne peut intervenir que par voie législative pour passer au-dessus de l'autorité des États. Mais quand Donald Trump se tient dans le bureau ovale et signe un décret visant concrètement à fermer la porte au vote par la poste, à priver des dizaines de millions d'Américains de leur droit de vote, et même à créer une liste des gens qu'il veut autoriser à voter et de ceux qu'il ne veut pas autoriser à voter, alors cela ne survivra pas à son premier contact avec les tribunaux fédéraux. Le procédé ressemble à de la gestion électorale, mais l'impression donnée est plutôt celle d'une liste d'invités pour un club privé. Et c'est justement la personne qui disait cela qui a provoqué ce premier contact avec les tribunaux. Dans les 24 heures suivant la signature du décret par Trump, son cabinet d'avocats et lui-même
ont déposé une poursuite à Washington, District de Columbia, au nom du Parti démocrate, pour contester ce décret. Ensuite, 4 autres poursuites ont été déposées à Washington, District de Columbia, là où la première avait été intentée, mais aussi devant le tribunal fédéral du Massachusetts, exactement comme George Stephanopoulos l'avait mentionné, où un groupe d'États a poursuivi ensemble. Peu importe l'angle sous lequel on regarde cela, qu'il s'agisse de voix démocrates ou républicaines, qu'il s'agisse d'un juge à Washington, District de Columbia ou au Massachusetts, cette manœuvre de Donald Trump, illégale et inconstitutionnelle, ne réussira pas. Quand l'opposition vient à la fois des adversaires politiques et de responsables conservateurs à l'échelle des États, il devient difficile d'appeler ça une chasse aux sorcières. Sauf si, dans la définition du camp pro-Trump, toute personne qui n'applaudit pas devient suspecte. La dernière fois que cette poursuite a été évoquée, aucun État n'avait encore réellement mis en œuvre la directive de Trump. Et la question est maintenant de savoir si la situation est toujours la même. Si aucun État ne l'a encore appliquée, qu'est-ce que cela révèle plus largement sur la façon dont les républicains partout au pays perçoivent cette poursuite, ainsi que la personne qui la mène comme adversaire devant les tribunaux? La réponse, c'est que le Parti républicain déteste cet homme parce qu'il se bat et le craint parce qu'il gagne. Mais dans ce cas-ci, il est possible que beaucoup de procureurs généraux, de gouverneurs et de responsables électoraux républicains d'État rouge espèrent secrètement qu'il l'emporte. En façade, on jure une loyauté absolue. En privé, on espère seulement que quelqu'un mette fin à cette aventure juridique. Ils ne le diront jamais publiquement parce que pour eux, la seule position correcte à adopter à son sujet, c'est de l'attaquer et de continuer de l'attaquer. Mais en réalité, ces responsables électoraux républicains veulent gérer eux-mêmes les élections de leur État. Ils ne veulent pas que Washington, District de Columbia, vienne s'en mêler. Ils ne veulent certainement pas que le président des États-Unis puisse, d'un seul trait de plume, contrôler à qui ils envoient des bulletins de vote par la poste et comment ces bulletins leur reviennent. Il suffit d'imaginer si la situation était inversée et que ces États républicains faisaient face à la même chose sous un président Obama ou un président Biden, à quel point ils seraient furieux. À ce moment-là, les conférences de presse seraient sûrement remplies de longues tirades sur les droits des États et sur une république en péril. Donc il est probable que plusieurs d'entre eux, trop lâches pour critiquer Donald Trump publiquement, alors qu'il est pourtant la véritable source de leur colère, reportent leur frustration sur la personne qui poursuit Trump. Ils répéteront les mêmes refrains, disant qu'il s'agit de l'affaire, que cet homme ne fait que protéger le droit de vote, ou n'importe quoi d'autre qu'ils voudront dire. Mais la vérité, c'est que, dans bien des cas, celui qu'ils attaquent est justement celui qui défend le plus fermement le droit des États de gérer eux-mêmes leurs élections, ce qui revient essentiellement à défendre une vision fédéraliste. Ironiquement, le camp républicain, qui s'est longtemps présenté comme le défenseur des droits des États et du fédéralisme, se recroqueville maintenant à cause de Donald Trump, comme s'il se cachait dans un placard, en espérant que tout cela passe au-dessus de lui. Les principes sont toujours là, sauf qu'ils semblent mis sur une tablette chaque fois que Trump entre dans la pièce. Ce n'est pas très différent de ce qui a déjà été dit et répété au sujet de John Thune au Sénat avec la CEVAC ou de Mike Johnson à la Chambre des représentants. Le problème ici n'est pas seulement un manque de courage. C'est aussi une absence presque complète de la moindre parcelle de colonne vertébrale chez bien des politiciens républicains. Dans un contexte où il s'agit d'un enjeu urgent qui doit être porté devant les tribunaux sans attendre, parce que plus on approche de l'élection, plus le risque de plonger cette élection elle-même dans le chaos augmente. La question suivante est de savoir à quelle vitesse ce dossier va avancer. La réponse est très vite. L'engagement de départ, c'était que si Donald Trump signait un décret présidentiel illégal, une poursuite serait déposée immédiatement. Et cela a été fait. Maintenant, l'engagement suivant, c'est que ce dossier sera mené à un rythme extrêmement agressif. Il n'est pas encore possible de dire à quelle date exactement, mais si on faisait partie de l'équipe de Trump chargée de ce dossier, on ferait mieux de surveiller constamment le registre du tribunal de Washington, District de Columbia, parce qu'il y aura encore d'autres dépôts. Autrement dit, le numéro de force avec le stylo pourrait bientôt laisser place à un numéro de défense assuré par une armée d'avocats. La question suivante est donc celle-ci. Pourquoi Donald Trump tient-il tant à éliminer le vote par la poste, alors que lui-même utilise ce mode de scrutin
ce qui signifie qu'il sait très bien qu'il est pratique, sûr et exact. En plus, plusieurs États républicains et plusieurs électeurs républicains l'utilisent aussi. L'Utah est pratiquement devenu un État où le vote se fait entièrement par la poste. And so, does he derive that much of a perceived benefit by attacking mail-in voting? What's the rationale here? La réponse, c'est qu'il faut distinguer clairement deux choses. Premièrement, Trump s'en prend à l'ensemble du vote par la poste. La SAVE Act montre qu'il veut interdire complètement le vote par la poste, sauf pour les personnes absentes de chez elles, dans l'armée ou malades. Mais cela est, à certains égards, encore plus pernicieux que cela. Quand une façon de voter se met soudainement à être présentée comme une menace uniquement parce qu'elle ne sert plus les bons intérêts politiques, ce n'est pas un principe, c'est un calcul. Parce qu'ici, il dit que le gouvernement fédéral, sous son contrôle, un gouvernement qui, selon lui, doit répondre à toutes ses volontés, va établir une liste des personnes admissibles au vote par la poste. Cette liste sera envoyée aux États et les États devront s'y conformer. Cette liste sera aussi envoyée au service postal des États-Unis. Et le service postal devra lui aussi s'y conformer. Autrement dit, c'est bien pire que de simplement dire que personne n'aura le droit de voter par la poste. Cela revient en réalité à dire que vous ne pourrez voter par la poste que si votre nom figure sur la liste de Donald Trump. Une démocratie mature ne fonctionne pas selon la logique du « je vais d'abord vérifier si vous me convenez avant de vous laisser participer ». Et bien sûr, ses partisans diront que cette liste sera fondée sur les données du Department of Homeland Security, le ministère de la Sécurité intérieure. Mais lors d'une audience au Rhode Island, à laquelle une équipe juridique liée au dossier a récemment participé, un très haut responsable de la division des droits civiques du département de la justice s'est présenté devant le tribunal et a affirmé que la base de données sur la citoyenneté du Department of Homeland Security qu'il compte utiliser est exacte à 100%. Un chiffre tellement rond qu'il sonne davantage comme un slogan de conférence de presse que comme la description d'une vraie base de données. La réaction du juge, si l'on lit la transcription de l'audience, ressemblait presque à quelqu'un qui tombe de sa chaise. Excusez-moi, mais n'avons-nous pas vu rapport après rapport montrant que des citoyens américains sont signalés à tort et traités comme s'ils n'étaient pas citoyens? Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Le taux d'erreur n'est pas un accident. C'est précisément l'objectif. C'est ce qui fournit le prétexte dont Trump et ses gens ont besoin. Quand quelque chose est assez erroné pour créer un avantage et qu'on continue quand même à l'appeler protection de l'intégrité électorale, on est en plein dans un changement d'étiquette très familier. Et il faut se souvenir qu'il s'agit ici de la logique de l'exécutif unitaire, dans laquelle tout ce dont on nous dit aujourd'hui, pour nous rassurer qu'il ne s'agit que de fonctionnaires de carrière faisant leur travail, relève, selon Donald Trump lui-même, de son autorité directe. On l'a déjà vu dans les domaines les plus sensibles du département de la justice, dans des poursuites criminelles, où Donald Trump a imposé ce qu'il voulait voir faire. Si quelqu'un croit encore que cela ne se produira pas en matière électorale, c'est simplement qu'il ne suit pas ce qui se passe en ce moment. Une première réaction pourrait être de se dire qu'il s'agit d'une pente glissante pour les républicains, parce qu'il suffit d'imaginer qu'un jour, un président démocrate arrive au pouvoir et dise que maintenant que le gouvernement fédéral a la capacité d'établir des listes d'électeurs admissibles ou non, cela pourrait se retourner complètement contre le Parti républicain. Mais la réalité, c'est que personne n'a le luxe d'attendre de voir si cela se produit, ni de laisser cela entrer en vigueur, en espérant qu'un président démocrate apparaisse plus tard, comme si cela allait se matérialiser tout seul. Parce que tout l'objectif de cette manœuvre, c'est d'empêcher un candidat démocrate de gagner à l'avenir. Si Donald Trump peut décider qui sont ses électeurs, cela revient essentiellement à éliminer la possibilité même d'une victoire démocrate dans le futur. Ce n'est pas une logique de rendre le système meilleur, c'est une logique de rendre le système plus difficile à gagner pour l'autre camp. Une chose rend beaucoup de gens complètement fous. Trop de personnes dans ce pays, trop de grands médias traditionnels continuent d'agir comme si ce que Donald Trump fait n'était qu'une variante du normal. Peut être, diront-ils, qu'il est plus grossier, plus brutal, qu'il brise davantage les normes, mais qu'il reste malgré tout à l'intérieur des limites de la politique habituelle. À force de qualifier tout cela de bruyant mais normal, on finit par s'étonner quand les fondations sont trouées, comme si personne n'avait rien vu venir.
C'est pas la réalité. Il suffit de regarder pour qui Donald Trump envoie ses fidèles faire campagne en ce moment. Est-ce pour un vérificateur municipal, un commissaire de comté ou une élection partielle quelconque aux États-Unis? Non. C'est pour Viktor Orban. C'est exactement ce qu'ils veulent. Le vice-président des États-Unis fait directement campagne pour Viktor Orban, un dirigeant autoritaire dans un autre pays qui affaiblit les élections libres et justes. Quand la figure qu'on donne en exemple est justement quelqu'un qui travaille à mincir les contre-pouvoirs institutionnels, le message n'a presque plus besoin d'être caché. Si cela ne suffit pas encore à montrer quel est leur état d'esprit, il est difficile d'imaginer quelque chose de plus clair. Ils ne veulent pas d'élections libres et justes. Les élections auront lieu, Donald Trump ne peut pas les annuler, peu importe les fantasmes qu'il entretient, mais il peut faire énormément de choses pour les rendre moins libres et moins justes. Il peut faire énormément de choses pour saisir des bulletins de vote. Cela a déjà été vu dans le comté de Fulton. Il peut faire énormément de choses pour empêcher les gens de voter par la poste. Il avait déjà été prédit qu'un jour Donald Trump dirait au service postal des États-Unis « Ne transportez pas les bulletins de vote par la poste ». C'était une façon d'étouffer tout le système. Et maintenant, que montre ce décret? Ne transportez pas certains bulletins de vote par la poste. Ne transportez pas les bulletins des personnes qui ne figurent pas sur ma liste. Étape par étape, l'argumentaire est toujours emballé comme s'il ne s'agissait que de gestion technique alors que son effet réel touche directement aux droits civiques. Cela ne fait qu'élargir encore ce qu'on avait déjà vu auparavant. Et cela ne s'arrêtera pas là. Cela ne fera qu'aller toujours plus loin. C'est précisément pour cela que les gens doivent continuer à suivre ce qui se passe sur cette question. Tout le monde sait qu'il se passe une foule d'autres choses dans le monde et que chacun a aussi énormément de préoccupations dans sa propre vie. Mais si l'on ne prête pas attention à ce qui arrive à la démocratie, à la manière dont Donald Trump agit sur les élections libres et justes, alors, en novembre prochain, beaucoup de gens vont se réveiller en se demandant comment le pays a pu se retrouver dans un tel désordre. Parce qu'au moment où les conséquences apparaissent clairement, le camp pro-Trump est souvent très habile à faire, comme si tout cela était simplement arrivé tout seul. Il y a une idée qui a été formulée il y a des mois, peut-être même des années, et qui demeure obsédante. Quand ce camp est frappé par une avalanche de poursuites, il doit être parfait. Il doit gagner à 100%, parce que même s'il gagne à 99%, cela signifie tout de même qu'il a reculé d'un pas. Et dans le contexte où Trump lance tout contre le mur, attaque le vote par la poste, attaque les listes électorales, cherche à exploiter le moindre maillon faible, la question est de savoir si ceux qui défendent la démocratie pourront atteindre ce niveau de perfection dans la période menant à 2026. Autrement dit, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'une seule des nombreuses causes qu'ils doivent affronter, parce qu'une seule défaite suffirait à rendre la démocratie moins démocratique qu'elle ne l'était auparavant. Cette stratégie d'usure n'a pas besoin de tout gagner. Il suffit qu'elle perce suffisamment de brèches pour affaiblir progressivement le système. La réponse, c'est que c'est précisément la plus grande inquiétude. Gagner toutes les causes importantes pour empêcher de grands reculs devient de plus en plus difficile. Plusieurs dossiers attendent encore une décision de la Cour suprême des États-Unis, des dossiers auxquels la personne qui parle ici n'est pas directement mêlée. Est-ce qu'ils vont tous être gagnés? Probablement pas. Le dossier sur le redécoupage électoral en Louisiane, celui lié à la Voting Rights Act, sera très difficile et il est probable qu'il soit perdu. Ce dossier n'aura peut-être pas d'effet sur 2026, mais il aura certainement un effet sur 2028. C'est précisément cela qui use moralement et qui, en même temps, devient une source de motivation. Parce qu'en réalité, ceux qui défendent la démocratie doivent être beaucoup meilleurs que l'autre camp. Ils n'ont pas le droit de perdre les grandes causes. Ils n'ont pas le droit de perdre ce dossier-ci. Parce que si ce dossier est perdu, si Donald Trump peut décider qui a le droit de voter par la poste et qui ne l'a pas, sur la base d'une liste fabriquée par ses proches, alors le pays entrera dans un monde complètement différent de celui qu'il connaissait jusque-là en matière de vote par la poste. Une fois que la sélection des électeurs est habillée en procédure administrative, il devient beaucoup plus difficile de l'arracher ensuite que de l'empêcher au moment où elle est lancée. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce dont il parle revient en réalité à une liste générale des personnes ayant le droit de voter, point final. Oui, pour le moment, cela est appliqué d'abord au vote par la poste, mais si ce dossier est perdu, il ne faudra pas longtemps avant qu'il affirme que cette liste doit aussi s'appliquer au vote en personne. Et à partir de là,
les contours de la menace deviennent beaucoup plus nets. Donald Trump saisit des bulletins de vote. Donald Trump crée des listes d'électeurs admissibles ou non. Donald Trump décide quel équipement de vote peut être utilisé ou non. Donald Trump décide qui peut s'inscrire pour voter ou non. Donald Trump décide qui est citoyen et qui ne l'est pas. C'est une façon d'étendre le pouvoir très familière. On commence par une petite exception, puis on en fait graduellement une règle générale. Même la question du droit du sol devient en réalité une autre façon d'affaiblir le droit de vote. Parce que si vous n'êtes pas reconnu comme citoyen, vous ne pouvez pas voter. Tous ces dossiers sont des causes énormes à l'échelle des États. Et même s'il est pénible de devoir dire qu'il faut toutes les gagner, il faut effectivement gagner chacune d'entre elles. C'est le travail d'une vie. C'est ce qui se fait jour et nuit. C'est ce qui est écrit, dit, poursuivi sans relâche. Et c'est aussi le socle de tout l'effort commun qui se poursuit maintenant jusqu'à cette 500 vidéo. Parce que pendant que le camp pro-Trump continue de tester jusqu'où les institutions peuvent encaisser, l'autre camp est forcé de réparer sans arrêt les brèches qui viennent tout juste d'être percées. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.